On est parti, nous, parce qu'on m'a dit 15 heures, on n'a pas le droit de dépasser 30. 15h30, on est parfaitement dans le timing. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci d'être là pour cet après-midi, pendant notre petite heure 15, et bien sur un rendez-vous qui, je pense, va être passionnant, la cyberfraude et l'intelligence artificielle. Alors, je me présente, je m'appelle Damien Bancal, je suis un spécialiste en cyberintelligence et j'ai un énorme honneur de pouvoir être le d'Artagnan de nos trois mousquetaires qui sont là à droite. Je vais vous les présenter dans un instant et vous donner un petit peu l'ambiance de notre après-midi. C'est de bien faire comprendre que l'intelligence artificielle, la cybersécurité aujourd'hui, on ne peut plus faire sans, que ça soit du côté du bien ou du mal. C'est là, on ne peut plus reculer. Et donc nos trois experts qui vont pouvoir vous répondre, je pense, dans tous les sens possibles, imaginables des questions que vous pourriez leur poser, eh bien on va voir ça assez rapidement. Alors je vous ai trouvé quelques exemples. Un exemple très concret, Noël 2024, on a été noyé dans l'hexagone de publicité et de phishing, d'hameçonnage, uniquement créé par l'intelligence artificielle. Alors ça s'est fait passer dans les plus connus pour Mondial Relay, pour Colissimo. Mais ces outils ont été fabriqués à 100% avec l'intelligence artificielle. Je ne vais pas revenir sur le faux Brad Pitt. Je pense que malheureusement, on l'a vu en long et en travers, cet acteur. C'est surtout le drame derrière qui est surtout à retenir. Et puis surtout, on ne se moque pas de gens qui pourraient être potentiellement vous, votre famille, mais surtout de bien comprendre que peu importe la strate de ces malveillants, l'intelligence artificielle aujourd'hui est clairement devenue une arme. Elle ne tue pas encore. Mais en tout cas, psychologiquement, intellectuellement, économiquement, cette intelligence artificielle malveillante est clairement là, pas pour être sympathique avec nous. Il y a quelqu'un qui lève la main. Oui, c'est pas pour moi, d'accord. N'hésitez pas, hein, comme sur Twitch, hein, vous levez la main et vous follow. Et je finirai aussi, il y a un an, jour pour jour quasiment, à Hong Kong. Souvenez-vous de cette comptable adorable qui est en visioconférence avec son patron, son équipe économique, et qui, devant son petit Skype, comme vous et moi, est en train de lâcher 35 millions de dollars à des escrocs qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour retirer quelques sous, et je ne dis pas ça pour ceux qui sont en vacances la semaine prochaine. Bref, voilà grosso modo de quoi on va parler. On va parler bien sûr de choses beaucoup plus sérieuses. Et là, alors je ne sais pas, vous l'avez le QR code ou toujours pas? Ah, c'est l'écran. Ah, bien sûr. Ah voilà, je débute. C'est l'écran. Fichtre. Bon, n'hésitez pas, hein, wooclap.com, d'accord? Et puis je vous redonnerai le code dans un instant. Entre mon cerveau et mes doigts, je m'appelle Bancal, hein, je vous le rappelle. Alors, toujours est-il que dans l'une des premières questions que je vais lâcher là maintenant dans vos téléphones pour ceux qui sont inscrits, hein, donc wooclap, wooclap.com, le code SFFAKX, vous allez avoir des questions comme cette première question et je vous laisse répondre et on reviendra sur ce sujet. Mais pendant que vous répondez, eh bien là, je vais quand même vous présenter, c'est quand même la priorité des priorités, nos trois témoins. Alors je les ai appelés, moi, les trois mousquetaires. Moi, je suis le d'Artagnan, j'apprends. Un peu foufou, un peu découvreur. En tout cas, je vais être à l'écoute de vrais beaux témoins. Alors je les ai appelés comme ça, on va se présenter beaucoup plus longuement, bien sûr. Hein. Nous avons le juridique, avec Myriam Kemener. Nous avons la technologie avec Florence Guiliano. Alors c'est pas bien parce qu'on a aussi de la technologie là-bas, mais j'ai plutôt appelé ça de la souveraineté et l'innovation. Alors quand je dis là-bas, bien sûr, n'y voyez pas de l'impolitesse de ma part. Hein. On parle bien sûr de Pierre Chassigneux, mais nous sommes tellement loin, vous et moi. C'est moi qui n'ai pas voulu être au milieu. Ce sont eux, nos beaux témoins. Alors voilà, hein, comme je vous l'ai dit, un peu comme les trois mousquetaires. Et là, on va rentrer un petit peu plus d'abord sur qui vous êtes. Alors je vais me permettre de vous présenter. Et puis après, c'est vous qui parlerez. Myriam Kemener, alors si j'ai bien écrit, en plus j'ai eu des corrections et j'ai une énorme chance d'avoir eu de la correction, magistrate française, ça bien sûr, reconnue pour son expertise dans le domaine de la cybercriminalité, en tout cas de la lutte contre la cybercriminalité. Ça se saurait si Myriam se retrouvait dans le dark web, hein, soyons très honnêtes sur le sujet. On a parlé dernièrement de son dernier livre qui est sorti là au mois de novembre, Hacker éthique et cybersécurité, opportunités et défis. C'est pas comme si je le connaissais pas par cœur, hein, mais je préfère le lire correctement. Aussi tout ce qui est analyse autour de la crypto, de l'intelligence artificielle, écosystème numérique, défis juridiques et sociétaux, en 2023. Petit rappel, le nouveau livre que vous venez de sortir, c'est en coécriture hein, avec Amélie Coq, il est important quand même de la citer. Florence Guiliano, il faut toujours
correctement donner le nom d'une Italienne, surtout quand elle est à portée d'armes. Mais plus sérieusement, Florence, directrice des solutions alors dédiées pour la lutte contre la criminalité financière chez SAS, donc on verra tout à l'heure aussi un petit peu qui, quoi, comment, où. Une entreprise qui est spécialisée donc dans l'analyse avancée et l'intelligence artificielle. Et en plus, vous avez vraiment un secteur très sensible, on va clairement l'appeler comme ça, hein. Votre expertise dans le domaine de la cybercriminalité, mais surtout dans cette criminalité financière est un élément, je pense, qui va être passionnant là à traiter. Je finis par notre troisième mousquetaire, Pierre Chassigneux. Alors vous êtes le PDG de BeConnect. On en parlera plus longuement tout à l'heure, hein, parce que Pierre, c'est un bon parti, hein, je vous le dis tout de suite, mais plus sérieusement, il vient de lancer son entreprise et surtout avec de beaux partenaires bancaires. On les citera tout à l'heure, je vous laisserai les citer. Mais surtout à retenir là comme ça rapidement, c'est que son idée, qui n'est pas si folle que ça, même plutôt très intéressante, parce qu'elle va être souveraine, c'est qu'on va oublier les mots de passe. Oublions les mots de passe et trouvons des moyens sécurisés et bien de chez nous pour pouvoir faire nos achats, nous identifier sur une banque ou que sais-je encore. Voilà, alors je regarde. Oh, merci aux personnes qui ont voté. Je n'ai strictement plus rien dans mon écran, plus rien là-bas. Mais juste pour une petite idée sur la première question, parce qu'on va venir vers vous, Myriam Kemener. Là, quand je regarde, vous êtes 56% à penser que l'intelligence artificielle va être une alliée dans la lutte contre la fraude. C'est pas beaucoup. Je vais être très honnête avec vous, je trouve ça même peu. Ça veut dire que le reste du pourcentage se dit que cette intelligence artificielle, en tout cas par rapport à ce qu'on peut en voir aujourd'hui, elle peut faire véritablement un petit peu peur. Alors justement, Myriam, je me permets de vous appeler Myriam. Première question, quels sont les défis juridiques actuels face à ces fraudes qui sont toujours de plus en plus innovantes, qui utilisent l'intelligence artificielle à un point qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée où on ne découvre pas une nouvelle intelligence artificielle? Bonjour à tous. Alors, effectivement, comme toute innovation numérique, c'est le cas de l'IA, c'est Janus, hein, c'est à double tranchant. Il y a un aspect tout à fait efficace pour renforcer la lutte contre la fraude, mais dès qu'il y a une innovation numérique, les cybercriminels s'y engouffrent et c'est le cas. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la fraude, les chiffres, il faut toujours un petit peu être méfiant. Il y a énormément de rapports. Il y a un rapport par jour. Je voyais plus de 200% en un an. Mais il est clair que la fraude explose et est de plus en plus sophistiquée. On peut dire que d'ailleurs, la cybercriminalité est une délinquance financière de plus en plus, puisque l'objectif, c'est l'appât du gain. C'est faire de l'argent en prenant le moins de risques possible. Donc c'est parfait, hein, vous commettez une cyberattaque, les effets vont se faire sentir, par exemple en France, alors que l'origine est à l'autre bout du monde. Et on le voit bien, d'ailleurs en ce moment, on va en parler des deepfakes. Le législateur, c'est très récent, il y a une loi de 2024 pour réprimer les deepfakes. Cependant, c'est une goutte d'eau dans un océan. Hein. Donc, il est clair qu'effectivement, il n'y a plus de faute d'orthographe, on le voit bien. Les mails, maintenant, sont nickel. Et il y a une difficulté à cerner, à distinguer le vrai du faux. Hein. Donc, effectivement... D'ailleurs, par exemple, Bercy, depuis un moment, a utilisé l'IA pour lutter contre la fraude. Donc, c'est très positif, mais les délinquants utilisent à fond, et ce n'est pas nouveau. Maintenant, il y a imitation des voix, imitation des images. Moi, j'avais une affaire il y a quelques années. J'ai vu que ce cybercriminel se pavanait lors d'un reportage, alors qu'il a plusieurs mandats. Je peux le dire, puisqu'il y a eu une émission récemment, c'est Gilbert Chicly, hein, le roi de la fraude au président. Et il a été l'un des premiers, avec un de ses comparses qui avait été interpellé sur mandat d'arrêt européen en Ukraine, d'ailleurs. Et ils imitaient la voix de Jean-Yves Le Drian. Hein. On en a parlé ce matin dans ma conférence sur le social engineering. Comme quoi, vous avez vu le témoin que nous avons quand même. Alors justement, je me permets, parce que je vais sauter sur l'occasion, j'ai oublié quand même de rappeler... ancien avocat général à la Cour d'appel de Paris. Donc ça veut dire que vous avez dû voir une évolution de cette population de malveillants qui, au départ d'un bout de papier, aujourd'hui se transforme en
en créateur de prompts malveillants. C'est une vraie évolution que vous avez vue? Oui, on a vu l'évolution, c'est-à-dire on a de plus en plus d'auteurs interpellés. Donc ça, parce que souvent on a tendance à dire la justice fait rien, c'est pas la peine de déposer plainte. Si, c'est important de déposer plainte pour plusieurs raisons, on y reviendra, et notamment par rapport aux assurances. Mais il y a une coopération internationale qui est de plus en plus efficace, en particulier avec le FBI, et on arrive à remonter sur des auteurs et pas simplement des mules, des vulgaires intermédiaires. Donc on a vu l'évolution, c'est-à-dire des fraudes de plus en plus sophistiquées, avec d'autres innovations qui se sont développées, je pense aux cryptoactifs. Donc après, évidemment, il y a des réponses. On peut aller sur le terrain de l'escroquerie en bande organisée, sur le blanchiment aussi en bande organisée. Mais de plus en plus, on voit des fraudes qui se sont sophistiquées, des auteurs qui se prétendent vagues programmeurs, en fait, c'est vraiment des hommes d'affaires. Et il y a toute une hiérarchie c'est de la criminalité organisée. C'est vrai qu'actuellement, on parle de la création d'un parquet en matière de criminalité organisée. Bon, il existe déjà, mais il faudra l'étoffer. Et je pense qu'il faudrait vraiment insister sur l'aspect numérique et cyber. C'est très intéressant parce qu'il faut quand même, vous parlez du FBI, le FAC et la gendarmerie nationale, sans compter aussi la douane, on peut parler de la DGSI aussi. Oui. Je pense qu'ils ont sacrément bien travaillé en 2024 quand on voit le nombre d'arrestations qu'il y a pu y avoir. Il y a aussi, au niveau des douanes, maintenant c'est un office antifraude qui a été créé d'ailleurs très récemment et donc qui monte en puissance pour justement développer des compétences en matière d'IA et en matière de crypto. Et n'hésitez jamais à motiver les gens à déposer plainte. 17 cyber, faut-il le rappeler, ça c'est très important. Alors Myriam Giuliano, je suis bien? Ok. Florence, Myriam, ça va aller, Damien Bancal, bonjour. Myriam, elle évoquait là, il y a quelques instants, l'usurpation d'identité. Avec l'émergence des deepfakes et des deep voice, donc rappelez, c'est prendre ma voix et lui faire dire n'importe quoi. Comment les banques se protègent-elles face à ça? Très bien. Déjà, peut-être, merci Damien pour cette question, bonjour à tous. Peut-être déjà ce qu'il faut rappeler, c'est que ces techniques de deep voice et deep fake sont faites, attaquent les clients des banques. Donc, du coup, c'est vrai que ces techniques, comme l'a dit Myriam, augmentent l'efficacité des fraudeurs qui sont de plus en plus performants. Donc, la réponse, elle est en fait à deux niveaux. Tout d'abord, et c'est évident, c'est ce que font déjà les banques, il faut continuer à éduquer et sensibiliser les clients, les clients des banques, pour qu'ils développent le discernement et l'esprit critique nécessaires pour pouvoir détecter et contrer ces fraudes par manipulation, ou encore appelées ingénierie sociale. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième niveau, c'est effectivement au niveau des banques, c'est la mise en place de systèmes de monitoring des transactions bancaires et de sécurisation des transactions en temps réel. Et donc, d'ailleurs, à ce titre, en fait, il y a la dernière directive DSP3, directive pour les services de paiement 3, qui va rentrer là en vigueur très bientôt et dont l'objectif est d'accroître la lutte contre la fraude. C'est une mesure phare de cette directive et met en place en fait le cadre réglementaire pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude. Et dans ces obligations réglementaires, il y a notamment en fait l'obligation des banques de proposer de vérifier gratuitement, pour que les clients puissent vérifier gratuitement l'IBAN et le nom du bénéficiaire par des systèmes gratuits. Donc ça s'appelle le VOP en fait en anglais. Et donc ces systèmes vont permettre de vérifier l'IBAN et le bénéficiaire du paiement. Également l'extension de l'authentification forte à tous les prestataires techniques et la meilleure indemnisation des victimes de fraude également, c'est une mesure importante, l'homogénéisation et la mise en place d'un cadre juridique pour la mise en commun de données pour la lutte contre la fraude. Et ça, ce sera, nous, on attend avec impatience ces mesures pour pouvoir justement améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, des fraudes, je pense que vous devez en voir des centaines. Bon, déjà, on est très heureux de voir que vous êtes motivé à croire que vous allez réussir à les arrêter. Ça, c'est génial. Là, je taquine parce qu'il y en a tellement avec une évolution complètement folle. Et justement, un exemple concret que vous avez pu croiser, sans bien sûr révéler de grands secrets, mais d'une fraude bancaire détectée par l'IA hybride. Comment ça fonctionne? Comment un exemple? Alors, effectivement, alors moi, ça fait 25 ans que je travaille dans la lutte contre la fraude. Depuis toujours, j'avais fait ma thèse sur ce sujet, donc c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Et chez SAS, donc juste je précise SAS Institute, nous sommes une entreprise américaine et nous mettons en place des logiciels pour travailler et détecter tous les types de fraude. Et nous avons travaillé notamment pour une grande banque française présente à l'international dans 35 pays. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, il y a sa filiale belge qui a subi une attaque massive en bande organisée, de fraudeurs très très organisés. Je vais essayer de vous décrire le mode opératoire, qui est aujourd'hui relativement simple. Le client de la banque reçoit un email prétendu être de sa banque, dans lequel on lui dit votre compte a expiré et si vous ne mettez pas à jour vos données personnelles en cliquant sur le lien, votre compte sera fermé. Quelques jours plus tard, le client de la banque reçoit un appel d'une personne se faisant passer par un collaborateur du service antifraude de la banque, qui lui dit « Vous avez subi une tentative de fraude, vous avez transmis des informations personnelles, donc pour contrer cette fraude et la stopper, vous allez recevoir un code que vous allez me donner pour pouvoir éviter la fraude. » En réalité, ce code sert à exécuter le paiement. Malheureusement, ces techniques ont permis aux fraudeurs de faire sortir de la banque plusieurs dizaines de millions d'euros, notamment via des comptes mules. Alors les mules, elles sont soit victimes, soit complices. Voilà. Donc c'est vrai que et là, comment on fait pour donc ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive quand même très bien à détecter la fraude, on va dire à 99%. Donc, ce qu'on utilise comme technique, et quand on dit IA hybride, c'est un ensemble de techniques avec, comme vous le savez, il y a différents types d'IA, avec des choses qui sont assez simples. Donc, on fait quand même du filtrage des transactions et on whitelist certaines transactions, des règles, des modèles de machine learning avec des réseaux de neurones et des forêts aléatoires, s'il y a des data scientists dans la salle. Voilà, ça marche assez bien. Qu'on complète avec ce qu'on appelle l'analyse en réseau. C'est en fait, le fond, c'est la théorie des graphes qui nous permet de contextualiser les cas de fraude et de voir les liens entre des informations, un nom d'un client, son compte, son adresse, son numéro de téléphone. Et d'ailleurs, on voit que même si on a réussi à stopper les fraudes, à mettre certaines personnes en prison, les téléphones et les adresses sont recyclés par d'autres fraudeurs du réseau. Donc, mais ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'en fait ça fonctionne. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait le fraudeur s'adapte toujours au contrôle qu'on met en place. C'est-à-dire qu'en fait il faut monitorer en temps réel quasiment les typologies de fraude pour pouvoir adapter les modèles et parfois même plus simples que des modèles, des règles ou des scorecards métiers, de façon très dynamique pour éviter de générer des fausses alertes, parce qu'en fait, vous savez, le problème, c'est que si on détecte trop, ça crée de la gêne client, donc c'est aussi le problème. Voilà, si un client qui fait une transaction et que voilà, lui, c'est pas un fraudeur, il a envie d'exécuter sa transaction, ça peut être très problématique, voilà, de bloquer ces transactions. Donc on essaye, voilà, de toujours adapter les modèles pour être performant, donc détecter plus de fraudes et diminuer les faux positifs et avoir surtout plus de vrais positifs et détecter les fraudes en réseau. Voilà. C'est très intéressant parce que quand on voit, on n'a jamais eu autant d'augmentation de malveillants qui vont directement maintenant chercher les cartes bancaires chez les personnes qu'ils viennent de frauder. Ils se déplacent avec la belle tenue qui va bien et vous convaincre de fournir la carte bancaire. Un exemple très concret que je peux citer, Dave, le chanteur, s'est fait avoir sous cette forme-là, ils lui ont volé 30 000 € en allant chercher sa carte bancaire directement chez lui avec une collecte de données en amont loi nette négligeable.
En amont, justement, vous avez vu cette question pour ceux qui ont dans leur téléphone, hein, je vous rappelle, WooClap. À votre avis, quelle est la typologie de fraude qui a le plus augmenté ces dernières années grâce à l'intelligence artificielle? J'ai quasiment la moitié du public. Usurpation d'identité, par exemple le deepfake. Il est clair qu'on en voit partout, du rigolo comme du franchement pas drôle du tout. Escroquerie aux fauseurs de vivement, phobie, on a 17%. C'est peu, alors qu'on en voit énormément. Et ce qui est très étonnant, c'est que le FOVI ne touche pas obligatoirement que les entreprises. J'ai eu un cas dernièrement dans des locataires de logements sociaux qui ont eu une tentative de fraude au faux virement. Alors attention, se faisant passer pour le bailleur. Imaginez des gens qui n'ont pas obligatoirement les moyens de payer 2 loyers. Bref, ingénierie sociale combinée à des deep voice. Bon, on l'a vu un petit peu ce matin, hein, l'ingénierie sociale. On est à 39%. Et fraude au paiement numérique, je suis assez déçu. 3%. Bon, on protège de mieux en mieux ces données bancaires. D'ailleurs, on va le voir là dans quelques instants avec Pierre Chassigneux. Alors justement, Pierre, Florence, je commence à comprendre, hein. Myriam, ok, on est bien. Alors Florence mentionnait l'importance de l'IA, de l'intelligence artificielle, hein, dans la détection des fraudes. Alors Pierre, quelles sont, vous, les solutions d'ailleurs que vous proposez? BeConnect, vous allez nous parler un petit peu de votre société. Et puis surtout, c'est cette idée folle de dire, et si on oubliait les mots de passe? Alors justement, présentez-nous déjà un petit peu cette idée et comment elle est en train de se mettre en place, parce que vous avez des beaux partenaires derrière vous. Alors en fait, elle est relativement simple, cette idée. Moi, j'étais un des dirigeants du groupement des cartes bancaires. Et vous savez, il y a quelques années, Florence parlait de la DSP3, mais avant la DSP3, il y avait la DSP2. Et la DSP2, elle exigeait des banques l'authentification forte de leurs clients lors de paiements par carte, notamment, pas que les paiements par carte, mais notamment les paiements par carte. Et à cette époque-là, donc il y a 7 ans maintenant de ça, j'animais la direction qui a été chargée de piloter le projet que certains peut-être ont entendu parler, Faster by CB, 3D Secure. Donc c'est un énorme directory server qui permet de mettre en relation les clients des e-commerçants avec leur banque à des fins d'authentification. Et pour votre information, ça gère aujourd'hui 2 milliards d'authentifications par an. Quand on a lancé ce projet, assez rapidement, je me suis dit, mais finalement, cette énorme infrastructure d'authentification qu'on est en train de construire, est-ce qu'on ne pourrait pas la réutiliser, non pas uniquement pour sécuriser les paiements, le check-out, mais aussi pour sécuriser les entrées en relation, le check-in, c'est-à-dire le login en fait. Parce que, et vous le savez, aujourd'hui, y compris sur les fraudes au paiement, on se rend compte que de plus en plus, les fraudeurs cherchent à voler, récupérer les credentials d'accès au compte, hein, les logins, mots de passe, pour ensuite perpétrer des fraudes, puisqu'on est très nombreux à laisser nos numéros de carte sur les sites pour faciliter, pour fluidifier nos achats. Voilà, donc l'idée de BeConnect, elle est tout simplement là, c'est de dire comment je peux réutiliser cette énorme infrastructure d'authentification pour aussi sécuriser le check-in. Alors bien sûr, je n'allais pas utiliser le numéro de la carte comme login, hein, ça paraît être une évidence. Et donc on a utilisé les API Open Banking, parce que dans la DSP2, il y a aussi des API qui permettent d'attaquer les serveurs d'authentification des banques. Et donc on a réussi, après un certain nombre d'années de réflexion, de POC, entre guillemets, de pilote, on a pu l'an dernier donc, lancer la société BeConnect, dont les 5 actionnaires sont les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel CIC et la Société Générale. Voilà nos 5 actionnaires qui, rien qu'avec ces 5, représentent 42 millions de Français. Ça veut dire qu'on est 42 millions d'entre nous qui avons déjà BeConnect dans la poche sans le savoir. Comment ? En fait, tout simplement parce que c'est la stratégie du coucou. C'est-à-dire qu'on se loge, nous, dans l'application d'authentification bancaire que les banques ont déployée. Il y en a 50 millions, pour votre information, qui ont été délivrés à toutes les personnes vivant sur le territoire national. Donc en fait, l'obtention du compte BeConnect, c'est un processus hyper simple que vous serez amené à faire dans le courant de l'été prochain, qui consistera simplement à cliquer sur un lien, à être authentifié par votre banque et à saisir quelques informations. Et c'est tout ce que vous aurez à faire pour avoir votre compte BeConnect. Une fois que vous avez votre compte BeConnect, eh bien, ce que disait Damien, la promesse, c'est plus jamais de mot de passe. Voilà. Alors, on a l'ambition de traiter uniquement le secteur privé. Le secteur privé, c'est, pour votre information, 50 milliards de mots de passe
en France qui sont saisis chaque année, 50 milliards. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La très grande majorité d'entre nous, on est là avec nos mots de passe, malheureux mots de passe qu'on oublie régulièrement, qu'on se fait voler régulièrement, c'est un calvaire. Et les seules alternatives qui peuvent exister aujourd'hui, c'est un peu les social login, les GAFAM login, comme on les appelle, qui sont intéressants en termes de fluidité, de parcours, ça c'est clair, mais en termes de sécurité, j'allais dire, c'est presque encore pire, parce que c'est ce que j'appelle un SSO. Et donc, en fait, on n'a plus qu'un mot de passe. Mais vous imaginez le jour où on a effectivement été victime d'un phishing de ce mot de passe. Donc, ces solutions, même si elles proposent le MFA, le Multi-Factor Authentication, ça veut dire de faire une opération de paramétrage. Vous imaginez 98% des Français aller dans la gros cranté faire ce paramétrage? Non, dans la vraie vie, les gens ne font pas ça. Donc, pour nous, le véritable enjeu, c'était de by design, sans que les gens se posent la moindre question, leur proposer un outil d'authentification qui soit d'un usage hyper naturel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en plus d'utiliser l'application d'authentification des banques, on a mis, et c'est là que je fais le lien avec le moteur, avec l'intelligence artificielle, on a mis un moteur d'intelligence artificielle qui fait que dans à peu près 80% des cas, il vous suffira de cliquer sur le bouton Biconnect depuis votre souris ou votre doigt sur votre smartphone ou votre tablette pour accéder à votre service Internet ou à votre compte client sur n'importe quel site de e-commerce sans avoir eu à saisir le moindre login et le moindre mot de passe. Donc on reviendra, si vous voulez, ensuite sur la manière dont on a construit ce moteur d'intelligence artificielle. Mais c'est ça l'enjeu. En fait, le véritable enjeu, moi, ce que j'ai appris depuis de nombreuses années dans ce métier-là, c'est que quand il faut choisir entre fluidité et sécurité, les gens choisissent toujours la fluidité. Ça se fait toujours au détriment de la sécurité. Et donc, pour nous, tout l'enjeu consistait à trouver une manière de résoudre cette équation qui est très difficile à résoudre, fluidité et sécurité. Et on y reviendra parce que je pense que le travail qu'on a fourni depuis des années nous permet aujourd'hui justement d'avoir réussi à résoudre cette équation. Alors là, vous avez quasiment répondu à ma question, ce qui veut dire que l'élimination du mot de passe, c'est clairement la protection contre l'usurpation d'identité? 85% des fraudes aujourd'hui sont liées au vol de credentials, c'est-à-dire au vol des logins mots de passe. Alors avec toutes les technologies dont on a parlé, de deepfake, de social engineering, mais l'objectif final de tout ça, c'est de voler des logins mots de passe. Qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont volé les logins mots de passe, les criminels? Ils vont les tester. Ils vont aller sur tous les sites, parce qu'en général, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, souvent j'utilise le même mot de passe. C'est mal. Je sais, mais je suis honnête. Et donc, les fraudeurs le savent très bien, donc ils vont tester tous les sites pour voir si effectivement ce login mot de passe fonctionne. Et donc, ils vont donner une crédibilité, une valeur de plus en plus élevée si vous avez de nombreux sites qui utilisent, entre guillemets, ce login mot de passe. Et ensuite, ils vont vendre ces credentials valorisés, si vous voulez, sur le dark web, comme vous le savez. Donc, on est vraiment dans un monde où on est ce qu'on appelle, dans le jargon, vous connaissez, la fraude ATO, Account Takeover, c'est la prise à distance des comptes des utilisateurs. Et ces dernières années, il y a une augmentation, mais je pense que Florence le dira mieux que moi, il y a une augmentation considérable de ce vol de credentials d'accès au compte. Voilà, donc pour nous, la seule manière quasi définitive de mettre un terme à toutes ces fraudes, c'est de sécuriser le plus en amont possible les accès aux sites, aux différents sites dont on est en train de parler. Aujourd'hui, vous le savez, comme moi, quand vous faites un achat sur Internet, en général, quand vous payez par carte, quelle que soit la carte, vous êtes authentifié. Mais vous avez déjà créé votre compte, vous avez déjà accédé à votre panier, vous êtes déjà saisi le login mot de passe. Donc, il y a déjà là, vous avez pu être fraudé. Donc, plus on agit en amont, mieux c'est. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de sécuriser ce qu'on appelle le check-in, le login. Si on sécurise bien le login, on évite énormément de fraude juste derrière. Mais pour ça, il faut faire ce qu'on appelle de l'authentification forte. C'est quoi la caractéristique de l'authentification forte? C'est le caractère non rejouable de la donnée qui est secrète. Un mot de passe,
c'est secret, mais c'est rejouable. Si je vous le vole, je peux le rejouer à votre place. Donc ça, c'est non, ce n'est pas d'un niveau de sécurité bon. Alors que quand on est sur des logiques d'authentification fortes ou non rejouables, ça veut dire en gros, c'est comme si à chaque fois le mot de passe changeait. Et le mot de passe qui va venir après celui que je viens de donner, personne n'est capable de le prédire. Et donc c'est ça qui fait la force des mécanismes d'authentification fortes. Alors j'ai la petite question qui gratouille. J'aime bien une petite question qui gratouille. C'est pas un peu déresponsabiliser l'utilisateur? Il va être dans le click and play, clic. On n'a pas peur qu'avec ce genre d'outil qui est incontestablement utile, c'est pas aussi lui dire ah bon bah c'est bon, je suis protégé par cet élément-là, il fera pas attention autour. Le mot de passe, on l'a vu, effectivement, c'est une grosse faiblesse, mais c'est aussi un moyen de rappeler que c'est nous qui avons les clés. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il est bien sûr évident de... Encore une fois, la cybersécurité, ce n'est pas que le sujet des mots de passe. Je me garderais bien d'apporter la réponse universelle à un problème beaucoup plus large que ça. C'est un des éléments importants de la sécurité. D'ailleurs, NIS2 et DORA ne se sont pas, je dirais, perdus quand ils ont mis en avant le MFA sur les sujets réglementaires. Non, bien évidemment, il y a toute une éducation à faire, il y a une sensibilisation à faire. On est potentiellement tous victimes de toute façon de fraude. La solution Biconnect dont j'ai parlé, elle ne va pas du jour au lendemain comme ça se généraliser. Il va falloir quelques temps, voire on estime 4-5 ans, avant on l'espère que très grande majorité des personnes vivant sur le territoire national utilisent massivement Biconnect. Donc ça veut dire que de toute façon, il y aura encore... Il faut toujours avoir à l'esprit, c'est pas blanc, c'est pas noir. Donc il faut sécuriser. Je crois que ce qui est important, c'est que les gens fassent la démarche pour dire grâce à tel ou tel outil, je vais pouvoir renforcer ma sécurité, mais il faut toujours être vigilant parce que, comme le disait Myriam et comme le disait Florence, il n'y a pas de limite à la sophistication et à l'intelligence des fraudeurs. Donc c'est toujours un combat permanent, c'est une évidence. Ah, effectivement, avant de revenir vers vous, Myriam, il y a un petit détail quand même très important, cette souveraineté aussi, du coup, de cet outil. Il sera 100% français. On ne sera plus obligé de passer par des entités extérieures. Donc ça, c'est aussi un élément qui doit être négligeable. Alors, ça, c'est un point très important. Quand vous utilisez les social logins, il y en a un en particulier... il vous contraint, entre guillemets, à utiliser un navigateur donné. Vous êtes pieds et poings liés à un écosystème. Voilà. Et encore une fois, je ne vais pas porter de jugement critique, c'est factuel. Nous, ce qu'on a voulu avec Biconnect, c'est être totalement agnostique des environnements. Voilà. On peut être sur le navigateur X ou Y, ça ne va strictement rien changer. On est totalement agnostique de l'environnement technique dans lequel on va évoluer. On a fait le choix d'avoir des données qui seront vos données personnelles, qui seront stockées dans un cloud de confiance. On sera la première application de cette nature-là à être hébergée dans le premier cloud, le cloud de Thales Sens, qui va être, comme peut-être certains le savent, certifié par la NSSI Secnum Cloud dans le courant de l'été prochain. Ça, c'est un point très important. Et on a aussi un engagement très fort que toutes les données de connexion, parce que vous allez utiliser Biconnect pour vous connecter sur vos sites préférés. Nous, dans notre ADN, on ne monétisera, on ne commercialisera jamais vos données de connexion. Voilà. Ça, c'est plus qu'une promesse. C'est dans nos bylaws, j'allais dire. Parce que on veut se distinguer justement des autres acteurs où effectivement, certes, le service est gratuit, mais vous connaissez l'adage, c'est parce que c'est nous qui sommes le produit. Donc nous, on veut sortir de ce modèle-là. Alors la conséquence, elle est très simple. Pour nous, consommateurs, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera gratuit, mais le service sera payant pour les sites qui vont intégrer le bouton Biconnect. Parce qu'à un moment donné, il faut bien effectivement qu'il y ait un modèle économique, sinon il n'y a rien qui existe. Alors on a énormément travaillé. Et du fait, si vous voulez, qu'on réutilise une infrastructure qui existe, on n'a pas les investissements à faire comme si on devait partir from scratch, mais il y a quand même, effectivement, bien évidemment, un modèle économique sur lequel on a travaillé et j'ai bon espoir qu'il soit acceptable et accepté par le plus grand nombre d'acteurs pour l'intégration de ce fameux bouton Biconnect. Parfait. Myriam Kemener, on va passer ambiance juridique.
Il y a des enjeux obligatoirement pour notre territoire avec ces technologies. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement de ces enjeux? Oui, alors les enjeux juridiques, on est face à un écosystème aussi juridique en évolution permanente. Hein, donc, même en tant que spécialiste, on est en formation continue, je dirais, hein, puisqu'il y a les textes, il y a les bases, parce que c'est vrai que par moment, je me disais, à un moment donné, on ne parlait que du RGPD. On a l'impression qu'il n'y a rien n'existait avant. Il y avait quand même la loi informatique et liberté de 78, la loi du 5 janvier 88 qui a résisté au temps, hein, la loi Godefroy, hein, qui permet de réprimer beaucoup de phénomènes liés à la cybercriminalité, toutes les formes de piratage, maintien frauduleux, atteinte au système. Et donc maintenant, même si par exemple en matière pénale, on est dans un droit normalement souverain, de plus en plus, c'est la transposition de directives, hein, les derniers textes. Donc on est quand même dans une dynamique européenne et internationale. Hein. D'ailleurs, depuis hier, on entend parler de Nice 2, de DORA. Alors on a l'impression, après on a parlé de... il y a d'autres textes dont on ne parle moins. Je pense par exemple à CRA, au REC, sur les entités critiques. Donc tous ces textes font un peu angoisser les entreprises, c'est normal, et les organisations. Or, il y a quand même un fil rouge à travers tous ces textes. Hein, c'est un renforcement des obligations, on responsabilise les acteurs, y compris d'ailleurs les intermédiaires, les prestataires. Enfin, c'est vrai que Nice 2, d'ailleurs, c'est des textes vraiment ambitieux. Hein. Il y a un retard dans la mise en œuvre, dans la transposition, et il y a quand même un délai. C'est un peu le même schéma que pour les RGPD. Il y a un accompagnement, après il y aura contrôle et après sanction. Hein. Donc il ne faut quand même pas paniquer face à ces textes, mais il faut s'informer, il faut se faire accompagner. Et c'est vrai que parfois, par exemple, on emploie les termes, on employait OIV, OSE, maintenant c'est entité essentielle. Faut quand même se familiariser quand même dans ce maquis. Et puis parallèlement, en France, le législateur s'adapte progressivement. Je prenais l'exemple de la loi de mai 2024 pour réprimer les deepfakes. On a quand même, on a tendance à dire on est en retard en France, etc. On a quand même un arsenal qui inspire bon nombre de pays et qui est quand même assez complet. Reste à développer des moyens, hein, c'est-à-dire que spécialiser l'ensemble de la chaîne pénale, ça c'est fondamental. Et puis aussi au niveau procédure, c'est quand même assez complexe. Hein, pour avoir été plusieurs années à la Chambre de l'instruction, à la Cour d'appel de Paris en matière économique et financière, on voit bien que toutes les affaires, je pense les affaires très médiatisées, Sky ECC et autres, sont hyper contestées. C'est un nid à nullité. Il y a toute la problématique d'accès à la preuve numérique. Il y a des enjeux. C'est vrai que la Cour de justice ne nous facilite pas toujours la tâche. C'est quand même... il y a aussi cette notion de course contre la montre. Hein. Dans ces procédures, il y a un risque de dépérissement des preuves. Les auteurs sont à l'international. Donc je pense que c'est un peu le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. La lutte contre les cyberfraudes, la cybercriminalité, ça devrait être une priorité de politique publique. Or, on a tendance quand même à appréhender ce qui se voit. Et ces fraudes, ces cyberfraudes, même si ça touche aussi bien le citoyen que l'entreprise, il y a même des petites entreprises qui mettent la clé sous la porte hein, suite à des cyberattaques, ça devrait être vraiment une priorité de politique publique. Et il y a une certaine urgence, surtout dans un contexte quand même d'inflation, un contexte économique difficile et un contexte aussi géopolitique. Hein, on en parle aussi à travers toutes les interventions qui ont lieu depuis hier. Il y a quand même un climat assez anxiogène qui fait qu'il faut préserver nos données et préserver aussi ces données qui sont le patrimoine informationnel des entreprises. C'est tout à fait essentiel. Alors,
On a parlé du RGPD. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui se posent la question de ce que c'est. On parle du Nice 1. Des gens découvrent que bientôt arrive Nice 2. Est-ce qu'on n'est pas toujours un petit peu en retard, sachant que là, il y a un petit nouveau qui vient d'apparaître, où tout le monde est en mode panique, c'est l'intelligence artificielle. C'est une mise à jour perpétuelle. Oui, alors il y a l'IA Act également, c'est l'introduction de ces notions de risque par gravité, par ampleur du risque. Effectivement, moi je pense aussi qu'il faudra accélérer les processus législatifs déjà au niveau européen. C'est très... Déjà, il faut se mettre d'accord avec des pays qui ont des logiques quand même qui sont forcément convergentes. On a une base, par exemple en France, qui nous permet de réprimer un certain nombre de phénomènes, la plupart d'ailleurs, des phénomènes cybercriminels. Ceci dit, on est dans une dynamique européenne et internationale qui fait qu'on a tendance à ramer sans arrêt. Il y a aussi, bon là bien évidemment au niveau, ça dépasse l'Europe, hein, la Convention du Conseil de l'Europe, la Convention de Budapest, qui a fait l'objet de 2 protocoles additionnels. Maintenant, il y a la Convention de l'ONU qui finalement est quand même... c'est vrai que pour certains pays, vous devinez lesquels, parler de procédure, c'est considéré comme de l'ingérence. Donc, bon, c'est un texte, mais qui me semble moyennement, qui n'apportera pas grand-chose de plus. Et c'est vrai qu'il y a une frénésie législative qui... Je pense qu'il faudrait quand même simplifier un peu les textes et après définir aussi des politiques et simplifier les procédures. Parce que moi, je vois pour me rédiger des jurisclasseurs sur la géolocalisation et l'enquête sous pseudonyme, etc., depuis quelques années, je finis par faire des tableaux pour que même des praticiens du droit s'y repèrent. Les délais ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes, les lieux où vous allez faire, par exemple, des opérations de géolocalisation sont soumis à des régimes différents. Ça devient très complexe. Hein. Et c'est vrai que, enfin, d'ailleurs, des fois je dis en plaisantant, je serai avocat, je me régalerai d'ailleurs pour discuter avec des amis avocats. Ils traquent les nullités. Hein. C'est aussi des procédures... il faut être très vigilant pour les mener à bien jusqu'au bout. J'ai vu par exemple Sky ECC, on peut dire qu'on a tenu ça à bout de bras, mais aussi bien siège, parquet, chambre de l'instruction, pour effectivement vérifier s'il n'y avait pas la moindre faille. Le jeu du chat et de la souris, même pas obligatoirement avoir la police et les voleurs avec. Hein. Entre vous déjà, c'est compliqué à première vue. J'ai une petite question pour vous, le public. À votre avis, quelle méthode est aujourd'hui la plus utilisée par les fraudeurs pour obtenir des informations sensibles ? Petite minute pour voter. Du coup, on va profiter de cette question et de voir des réponses pour voir un petit peu votre avis et voir comment vous combattez tout ça. Je suis en train de regarder ce que je vois des chiffres. Je me dis que vous êtes tous obnubilés par l'hameçonnage. Croyez-moi, il y a autre chose, plein d'autres choses. Florence Guiliano. Si les lois évoluent, la technologie évolue encore plus. Hein, soyons très clairs, vous êtes baigné, comme vous l'expliquez, depuis 25 ans, depuis une évolution complètement folle. Comment SAS, donc l'entreprise pour qui vous travaillez, eh bien, comment vous anticipez, vous, les innovations, d'autant plus quand l'intelligence artificielle est quasiment à la portée de tout le monde ? Alors, nous, chez SAS, on innove énormément, on réinvestit plus de 25% de notre chiffre d'affaires en R&D. Donc, du coup, on essaye toujours de se mettre à niveau des fraudeurs en trouvant des techniques pour contrer ces fraudes. Et je peux donner 3 exemples d'innovation qu'on a fait dernièrement. La première, qui va sortir... Donc, enfin, l'outil existe déjà, mais sortira, il sera disponible en juillet. On utilise l'intelligence artificielle générative pour créer des données synthétiques. Donc, on a créé un outil qui s'appelle le SAS Data Maker, qui va nous permettre de créer des données synthétiques sur la base de réels cas de fraude. Je m'explique, c'est que
pour créer des modèles de détection de fraude performants. Comme vous le savez, il faut des données de qualité et le plus de cas de fraude possible. Malheureusement, la fraude, c'est un événement rare. Et en fait, quand on fait des modèles, surtout de façon supervisée, on a un taux de fraude qui est toujours très, très bas. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on crée, grâce à l'IA générative, des données synthétiques qu'on va utiliser pour augmenter artificiellement la taille de nos bases de données d'apprentissage, et on fait ensuite par la suite nos modèles classiques de machine learning avec des réseaux de neurones et des forêts aléatoires, et ça améliore grandement la précision de nos modèles. C'est-à-dire qu'en fait on détecte plus de vrais positifs. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième, j'en avais parlé, c'est les réseaux. Donc l'analyse en réseau qu'on utilise depuis plus de 10 ans et qui est en constante évolution, parce qu'en fait on investit pour être plus performant, pour créer des liens de façon plus correcte et plus précise, pardon. Donc cette technique de l'analyse en réseau va nous permettre en fait de regarder les liens, comme je le disais tout à l'heure, et donner du contexte et de la précision dans la compréhension des cas de fraude et surtout dans la constitution de la preuve de la fraude. Parce que, en fait, détecter, c'est bien, mais en fait, par la suite, il faut aussi être capable de prouver, récupérer les fonds, etc. Donc, en fait, cette technique d'analyse en réseau nous permet d'être encore plus performante. Et le troisième point, c'est l'usurpation d'identité. Donc là, pareil, on a créé un outil qui s'appelle SAS Identity 360, donc 360 en anglais, qui va nous permettre, plutôt que de chercher la fraude, chercher l'usurpation d'identité. Donc on a une amie en commun qui a créé une entreprise, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Réseau.com. Et en fait, cette entreprise, c'est vraiment génial. Ils sont capables de détecter les anomalies sur les pièces d'identité, donc les passeports, les cartes, les papiers de séjour, etc. Donc ça, typiquement, c'est des outils experts qui existent. Nous, on peut utiliser ces données, les consommer, mais en utilisant en plus l'analyse en réseau, on va essayer de détecter les usurpations d'identité, voire les identités à risque, et de les connecter aussi avec d'autres bases de données. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour faire des modèles de détection, il nous faut avoir accès à une multitude de données, et on n'a pas toujours forcément accès de façon connexe à des données personnelles et des données transactionnelles et des données de session. Et en fait, on voit bien que c'est ça le problème, c'est l'accès 360 à toutes ces informations. Voilà. Donc ces outils, ces trois exemples, voilà, montrent le type d'innovation sur lequel on travaille pour traquer les cyberattaques. Ça veut dire que le rôle partenaire, et avec les partenariats plutôt, en étant beaucoup plus clair, est indispensable pour vous? Oui, alors c'est absolument indispensable. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec nos clients sur la feuille de route de nos outils, donc de solutions logicielles. Donc on crée, mais comme beaucoup d'éditeurs, hein, on a créé ce qu'on appelle un Customer Advisory Board, dans lesquels j'ai les plus grandes banques mondiales, donc Bank of America, HSBC, en France SG, etc., Santander, c'est des exemples. Et on travaille avec eux, donc on se réunit de façon trimestrielle, virtuellement, parce que c'est mondial, et physiquement à Carrie sur notre site. Et on travaille avec eux pour voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs priorités, et pouvoir prioriser ça dans nos outils. Mais il y a... Dans le partenariat, parce que c'est vrai que je suis comme Myriam, on donne des cours à l'université, il y a aussi la formation de nos jeunes talents. Et en fait, on a besoin de former des data scientists à la lutte contre la fraude. C'est-à-dire que Myriam forme les gens d'un point de vue juridique, moi je les forme plutôt sur l'aspect analytique et le métier de la lutte contre la fraude. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des programmes où on va travailler avec on va prendre des jeunes data scientists bientôt diplômés en fin de master 2.
on les prend chez nous, on les forme à nos outils et après on les met en stage ou on les propose à nos clients et ils sont embauchés par les grandes banques françaises. Et ça nous aide pareil à toujours améliorer nos outils, à améliorer aussi la façon dont on implémente nos outils parce qu'il faut être formé en fait aussi pour que les projets soient délivrés on time et at cost. Très bien, parfait. Alors Pierre, avant de revenir vers vous sur la coopération, je vais vous donner les chiffres. Vous êtes à 45%. Eh bien, vous pensez que c'est les courriers d'hameçonnage qui sont le plus utilisés dans la fraude. Et très intéressant, les profils LinkedIn. Vous êtes 48% à penser que les profils LinkedIn sont devenus cette nouvelle porte d'entrée à la fraude. Ce qui n'est pas faux, je vais être très honnête avec vous. Donc c'est très intéressant de voir votre expérience et votre vécu. Alors Pierre Chassigneux, là on revient justement sur cet élément de coopération. Comment chez Biconnect, donc votre société, comment vous vous assurez que vos solutions elles vont être adoptées massivement? Parce que ça fait peur en se disant encore une nouvelle solution. C'est tout l'enjeu que l'on vit aujourd'hui. Quand on lance une société, quand on lance un nouveau service comme celui-ci, toute la difficulté consiste on est, comme disait tout à l'heure Myriam, c'est un peu Janus, on a deux faces. Donc nous, on a à la fois des millions d'utilisateurs qu'on souhaite convaincre pour créer un compte Biconnect, et on a dans un premier temps des enseignes, des grandes enseignes qu'il faut qu'on convainque pour intégrer le bouton Biconnect. Il est clair que dans un premier temps, pour nous, l'enjeu, c'est créer de l'appétence pour les consommateurs. Et cette appétence pour les consommateurs, elles sont liées en fait à la taille de l'enseigne. Il est évident qu'aujourd'hui, pour intéresser le plus grand nombre, il faut qu'on ait des grands noms du e-commerce qui intègrent le bouton Biconnect. Donc c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Donc on a des éléments plutôt rassurants sur le fait que l'offre que leur propose est intéressante. On a en plus fait une offre un peu premium pour tous les nouveaux, les premiers, ce qu'on appelle les early adopters, qui vont rejoindre Biconnect. Donc on a, je dirais, un bon espoir de pouvoir lancer le service Biconnect avec de très belles enseignes. Et à partir du moment où on a des très belles enseignes, il faut que vous sachiez qu'avec les 5 actionnaires que l'on a, on va bénéficier de tout leur plan de communication. C'est-à-dire que moi, ça fait déjà 6 mois que je travaille avec les DIRCOM de chacune de ces actionnaires, de ces banques actionnaires, pour préparer le lancement. Ça veut dire des actions que vous verrez dans le courant de l'été auprès de dizaines de millions d'utilisateurs, de clients des banques, pour leur expliquer ce qu'est Biconnect, les inviter à créer leur compte Biconnect, leur dire où ils peuvent utiliser leur bouton Biconnect. Ça veut dire aussi des actions au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire faire de la communication au niveau des réseaux sociaux. Ça veut dire aussi au niveau des agences bancaires. Donc on a tout un plan de communication, et ça c'est absolument fondamental, ce que vous évoquez, Damien. Donc voilà, donc on est sur énormément de sujets en parallèle, de marketing, communication, pour préparer ce lancement. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura créé massivement, je dirais, des comptes Biconnect, on estime, le service va être lancé, comme je vous disais, cet été. Un an après, on estime qu'on aura entre 5 et 10 millions de comptes Biconnect créés. Et une fois qu'on aura passé cette année-là, tout l'enjeu va être, excusez-moi mon anglicisme, d'onboarder le plus grand nombre d'enseignes avec le bouton Biconnect. Quand je dis un nombre important, c'est des dizaines de milliers. C'est-à-dire qu'on aura des dizaines de milliers de sites qui vont devoir intégrer le bouton Biconnect. Et ça, vous imaginez bien que ça ne va pas se faire au bout du fil. Donc ça veut dire des processus complètement automatisés, très complexes, très simples pour le fournisseur de services, mais assez complexes à imaginer pour que ce soit justement, là aussi, hyper fluide, hyper simple. Mais on a un KYB à faire aussi, il ne faut pas qu'on enrôle n'importe qui. Donc tout ça, c'est vraiment le sujet, le deuxième sujet. Le premier sujet, c'est lancer avec des grandes enseignes. Deuxième sujet, faire en sorte qu'on ait un processus d'onboarding, on les appelle les fournisseurs de services, ces enseignes qui vont intégrer le bouton Biconnect, qui soit le plus fluide possible pour être inclusif. Alors cette terminologie inclusive, on la met un peu à toutes les sauces. Nous, on veut que Biconnect ce soit accessible à toutes les personnes résidant sur le territoire français, pas forcément des Français, toutes les personnes résidant sur le territoire français.
et accessible, je dirais, à tous les sites, même si le site il fait 30 transactions par an. Hein, il n'y a aucune raison à ce qu'on ne soit pas, je dirais, en capacité d'offrir ce service à l'ensemble des acteurs. C'est ça qui fera qu'on sera aussi reconnu, performant. On a, comme je disais, hein, cette volonté de protéger les données des consommateurs, mais on a aussi la volonté d'aider les sites, parce que qui dit site avec un bouton BeConnect dit aussi une garantie que ce site n'est pas un fake. Donc là aussi, il y a un enjeu par rapport à la lutte à la cybercriminalité qu'on évoquait. Il y a aussi de plus en plus de faux sites. Comment je suis capable d'identifier un faux site d'un vrai site? Donc là aussi, il y a un enjeu considérable par rapport à ça. Juste pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure de la régulation, où on a effectivement DSP1, DSP2, bientôt DSP3, NIS 1, NIS 2, peut-être bientôt NIS 3, etc. Moi, je dirais qu'il ne faut pas tout attendre du régulateur. Bien sûr qu'on a besoin de régulation. Moi, je suis le premier à l'avoir constaté. Dans le cadre de la DSP2, tant qu'il n'y a pas eu la DSP2, on n'arrivait pas à sécuriser correctement les transactions de paiement. Donc, merci au régulateur qui nous a aidés à faire en sorte que l'ensemble des acteurs mettent en œuvre 3D Secure, l'authentification. Mais je ne généraliserai pas. Je crois qu'il y a une responsabilité des domaines, je dirais, sectoriels. C'est une obligation, je dirais, de protéger nos clients contre les actions cybercriminelles. Et il ne faut pas attendre que le régulateur, effectivement, vienne auditer et vienne nous pénaliser pour le faire. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi besoin d'avoir des vrais professionnels, d'avoir toujours cette notion, ce que j'appelle le self-regulation. Et c'est effectivement quand la self-regulation ne fonctionne pas qu'on a besoin de régulation. Mais il ne faut pas tout attendre du régulateur. On a aussi notre responsabilité vis-à-vis de la protection, notre protection à nous, parce qu'au final, quand une entreprise est victime d'une attaque cyber, c'est elle la première qui en est victime, parce que son image, sa réputation, elle est fortement entachée. Donc il ne faut pas attendre tout de la régulation non plus. La régulation doit être là sur certains sujets bien particuliers, mais il ne faut pas non plus tout attendre de la régulation. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. J'avais une petite question qui m'est apparue là. Comment ça va fonctionner pour l'utilisateur? Moi, avec BeConnect, je vais fournir encore de nouvelles données? Photos, vidéos, pièces d'identité? Non, rien de tout ça, parce que justement, la force de BeConnect, c'est qu'on est dans l'environnement bancaire, et donc je bénéficie du KYC des banques. Les banques, c'est l'acteur de confiance numérique numéro 1. Vous savez, l'Axel, chaque année, sort ce qu'on appelle le baromètre de la confiance numérique. Et les banques, pour la première année, en 2024, ont été, je dirais, décernées de la première place sur cette confiance numérique. Et cette confiance numérique, elle est notamment liée au fait qu'après l'état civil, le KYC, lorsque vous ouvrez un compte en banque, il est hyper sécurisé. Donc nous, on s'appuie là-dessus. Encore une fois, stratégie du coucou. Et c'est ça qui change tout. Parce que quand vous avez la contrainte de prendre une pièce d'identité, de faire un selfie, ça ne suffit pas le selfie, il faut ensuite faire une vidéo, et que vous avez des papiers à fournir, etc., vous avez en gros, en moyenne, 60% d'abandon. 60% d'abandon de ceux qui font l'effort. Et il y en a une très grande majorité qui ne font même pas l'effort. Donc voilà, donc la réalité, malheureusement, c'est un constat. Donc toute solution qui permet de simplifier également la création d'un compte, mais aussi d'avoir un bon niveau. Parce qu'il s'agit d'apporter l'assurance que la personne qui va se connecter est bien celle qu'elle prétend être. Moi, j'ai piloté la lutte contre la fraude au sein du groupement des cartes bancaires pendant des années. On traitait 10 000 réquisitions judiciaires par an. Myriam est bien placée pour le savoir. Quand on avait une réquisition judiciaire, la très grande majorité des cas, c'était pour des fraudes. Il y avait parfois des affaires criminelles, mais il y avait en très grande majorité des fraudes. Quand on avait une réquisition judiciaire, du fait que le KYC des banques il tient la route, quand on donne effectivement qui est derrière, parce que derrière un numéro de carte, nous on ne sait pas. Le groupement des cartes bancaires ne sait pas qui y a derrière un numéro de carte, heureusement. Et donc il faut une réquisition judiciaire pour que la banque soit autorisée à donner les coordonnées de la personne qui est derrière ce numéro de carte.
Mais c'est toujours bon. Je veux dire, le KYC, ça veut dire quelque chose quand on est sur des affaires de cette nature-là. BeConnect, ce sera exactement la même chose. Donc nous, on se prépare à être en capacité de répondre au domaine, entre guillemets, judiciaire, sur réquisition, pour donner aussi des éléments. C'est ça qui fait la force d'un système. Le risque zéro, il n'existe pas. Enfin, je pense que ça, on est tous d'accord pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'il n'existe pas qu'il ne faut pas se tendre vers ça. Voilà. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on mette à disposition de tous les citoyens vivant sur le territoire national cet élément, cet outil qui va permettre de lutter très efficacement contre l'usurpation d'identité en ligne. Parfait, la réponse est, je pense, des plus complètes. Alors maintenant, on va peut-être vous laisser un petit peu la main, les mots, les questions. On va vous passer un micro un peu dans la salle, potentiellement, si vous aviez une envie. Moi, je vais vous lancer une petite question qui est assez simple. En un mot, pour ceux qui ont accès à l'application téléphonique, si vous deviez adopter une innovation anti-fraude, laquelle vous rassurerait le plus? Et on en parlera là potentiellement de voir les propositions. Il y aura peut-être, et j'en suis plus que certain, de magnifiques idées, c'est sûr. Mais avant de pouvoir lire un petit peu, c'est caché, je l'ai caché, je le vois après. Avant, oui, question. Est-ce que vous auriez un micro, excusez-moi, pour la salle? Ah, je viens à vous. Finement joué, bravo. J'arrive. C'est là où je chute, et non, en souplesse. Je vous laisse. Oui, bonjour, désolée de vous avoir interrompu. Aude Leroy, je suis journaliste indépendante. Monsieur Châtigneux, j'avais 2 questions. Je n'ai pas bien compris votre méthode pour BeConnect. Alors, j'ai compris comment on se connectait, mais est-ce que c'est quoi? C'est un algorithme? C'est des chiffrements? Enfin, comment ça fonctionne? Et Damien vous présentait comme étant une solution souveraine. J'avais une question sur Sens, c'est Thales, mais c'est aussi Google. Alors je sais bien que Bleu patine pas mal et c'est Capgemini, Orange et derrière il y a Microsoft, mais du coup est-ce que c'est si souverain que ça? Merci. Alors sur la deuxième question, je ne répondrai pas à la place de Sens et à la place de Thales, mais ce que je peux vous dire, c'est que le choix qu'on a fait sur Sens, il est très réfléchi. Et il était le choix de faire le meilleur des 2 mondes. Voilà. Le monde de Thales avec la sécurité, je crois qu'il n'y a pas de preuves à donner par rapport à l'excellence de Thales dans ce domaine-là. Et puis le choix aussi de la richesse applicative proposée aussi par Google. Voilà. Donc nous, on est complètement confiants par rapport à ça. Et on l'est d'autant plus qu'on ne doute pas que cette solution obtiendra dans les prochains mois la certification de la NSSI. Et moi, j'en suis un des anciens de la NSSI, donc je connais assez bien ce monde-là, et j'ai une confiance absolue dans les collaborateurs et dans les processus qui sont mis en œuvre par la NSSI pour garantir le bon niveau de sécurité. Sur votre première question, c'est très simple. 2 cas de figure. Le cas de figure où je disais 80%, 20%. 80% des cas, vous n'aurez rien d'autre à faire que de cliquer sur le bouton BeConnect. Alors, ça vous semble magique, ça. J'imagine que c'est un peu la question que vous posez. Comment se fait-il Voilà. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, prenons un exemple tout bête, je suis sur le site de, je sais pas moi, de la FNAC. Hein. Imaginons que demain, la FNAC ait le bouton BeConnect. Je veux accéder à mon compte, je viens d'acheter quelque chose, il est dans mon panier, maintenant je veux payer et je veux être livré. Potentiellement, si demain BeConnect est sur ce site, quand vous allez cliquer sur le bouton BeConnect, vous allez vous retrouver sur la plateforme de BeConnect. Lorsque vous avez créé votre compte BeConnect, via votre banque, etc., on aura ce qu'on appelle enregistrer votre device, ce qu'on appelle du device fingerprinting. On aura également un cookie et on aura quelque chose que je ne vais pas développer parce que c'est des éléments sensibles, mais qui renforce encore plus avec un challenge response de manière totalement transparente, sécurisée, plus un scoring transactionnel. Vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, et Florence en parle mieux que moi, c'est jamais un seul élément.
c'est une conjonction d'éléments. Moi, j'ai l'habitude de dire notre moteur d'intelligence artificielle, il fonctionne sur 3 cylindres. Il y a un cylindre de device fingerprint, que la plupart, j'imagine ici, connaissez. Il y a un cylindre de scoring transactionnel, mes habitudes de connexion. Et ça, on maîtrise bien tous ces éléments-là. Puis il y a un troisième élément qui est un peu plus technique, un peu plus sensible, que je ne développerai pas. Donc c'est sur ces trois éléments réunis vont donner un score. Et c'est sur la base de ce score que soit je laisse passer immédiatement la personne pour accéder à son compte sur le site de la FNAC, en l'occurrence, si j'ai pris ce site, soit je dis « Ah, il y a une information, il y a quelque chose qui a changé, j'ai un petit doute », je passe la main à la banque, d'accord, qui va authentifier l'utilisateur au travers de son application d'authentification bancaire que vous avez aujourd'hui, on a tous dans nos smartphones. Et la banque va me renvoyer l'information, il a été authentifié, oui, non. Et si oui, j'ouvre la porte pour accéder au compte client de la FNAC. D'accord ? Donc j'ai d'abord un moteur d'intelligence artificielle. Dans 80% des cas, on sait que ce moteur d'intelligence artificielle, le résultat, le score, est suffisant pour ouvrir la porte pour accéder au compte client. Dans les 20% restants, je passe la main à la banque qui authentifie son client, qui me donne les résultats et j'ouvre la porte. Simple. Par contre, j'ai pas bien compris cette troisième partie que vous vouliez pas expliquer. Ok. Est-ce que vous auriez potentiellement une autre question? Et pendant ce temps-là, vous avez été en grande majorité à considérer que la double authentification était l'innovation antifraude la plus efficace. C'est plutôt intéressant. Une autre petite question? Ça a diminué la fraude carte énormément. Donc oui. Ça a très bien marché, l'authentification forte. C'est pour ça que les escrocs maintenant utilisent à outrance la technique du halo, où on appelle les victimes. Parlant de chiffres, la fraude carte était en 2023 à son taux historique le plus bas, 0,053%. Donc par rapport au volume de transactions, c'est quand même très faible. Moi, le taux de fraude a été divisé à peu près entre 3 et 4 en moins de 5 ans. Imaginez ? Donc ça, c'est du concret. Et je vais vous donner quelque chose aussi, une information qui est un peu contre-intuitive. On a énormément parlé de fraude social engineering. Il faut que vous sachiez que si on regarde les transactions, vous savez que quand vous faites un achat sur Internet, vous n'êtes pas forcément systématiquement authentifié par votre banque. Vous l'avez remarqué. En moyenne, une fois sur 2. Je suis sûr que si je posais, mais maintenant que je vous ai dit un peu déjà la réponse, je pense que vous savez ce que je vais vous dire. Intuitivement, comme ça, je suis sûr que la plupart des gens vont dire quand je suis authentifié, c'est plus sécurisé. C'est-à-dire que le taux de fraude devrait être encore plus faible lorsque moi, je vais être authentifié par mon application d'authentification bancaire que quand c'est complètement transparent. Eh bien, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur un moteur d'intelligence artificielle, en fait, on est encore meilleur en termes de sécurité. Pourquoi ? Parce que souvent, le maillon faible, c'est nous. Voilà. C'est ça la réalité. Alors, c'est pas blanc, c'est pas noir. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut faire tout en intelligence artificielle, certainement pas. Mais c'est pour vous expliquer, parce que c'est vrai que ça a un côté un peu magique. Et je crois que tous les débats qui ont lieu aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, et là on ne parle pas d'intelligence générative, on parle de classique, entre guillemets, de machine learning plutôt. Donc là, on est vraiment sur la démonstration que ces outils sont très performants, mais pour qu'ils soient très performants, et c'est ce que disait Florence tout à l'heure, il faut qu'ils soient en permanence en apprentissage, parce que les modèles de fraude évoluent. Et donc, il faut en permanence disposer d'outils très perfectionnés pour s'adapter à cette évolution. Mais moi, je suis très confiant dans la capacité de nous protéger. Mais comme on le disait très justement Myriam tout à l'heure, les fraudeurs utilisent cette technologie avec de plus en plus de sophistication. Et il faut que les sociétés qui proposent des solutions qui permettent de les identifier, soit elles aussi. Donc c'est une course permanente. Mais sachez en tout cas qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle
nous permet de se sécuriser fortement, j'allais dire. Parfait. Bon, il est quand même 19h30. Une petite question. Ben oui, bien sûr. Je rigolais pour l'heure, hein, n'ayez pas peur. Mais comme on a un timing à suivre très très précisément, je descends à vous. Oui, bonjour. Donc une question, je profite que Madame Myriam et Madame Florence soient là, parce qu'on parle beaucoup de secteur bancaire et de fraude. On regarde souvent que les personnes visées sont généralement de vieilles personnes, etc., donc pour tout ce qui est usurpation d'identité. Et ce qui m'intrigue, enfin, moi je suis informaticien, administrateur, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'après, vous dites qu'il y a des algorithmes pour détecter les fraudes, etc., au niveau bancaire. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens, après, c'est pour leur pomme, en fait. Les banques disent non, pour nous, tout ça, la transaction a semblé normale. Je reprends un peu le cas du Brad Pitt. Il y en a beaucoup d'autres, de vieilles personnes qui ont fait des virements de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros, et le système bancaire n'a pas détecté ça. Et après, les personnes ne sont pas remboursées. Donc, comment ça se passe au niveau législatif? Ça change parce que, justement, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement a travaillé avec la FBF, avec donc Fédération bancaire française, avec la profession, a émis des recommandations pour justement homogénéiser et harmoniser la façon dont on indemnise les victimes. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'était vrai il y a 1 an, 2 ans, ça l'est plus aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, justement, et la DSP3 va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, mieux indemniser les victimes. C'est-à-dire qu'il y avait des banques qui indemnisaient très très bien, tout le temps. Voilà, il fallait porter plainte, bien évidemment, et d'autres pas. Et en fait, ces banques, elles ont été condamnées. Hein. C'est sorti dans la presse l'année dernière, en France en tout cas. Donc, c'est plus le cas. Donc, voilà. Oui, juste pour compléter, effectivement, je te rejoins complètement. Là, c'est la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a évolué dans sa jurisprudence. D'un premier temps, effectivement, les banques avaient été contentes puisqu'il était recherché la négligence. Et donc maintenant, c'est véritablement du cas par cas. Et donc, il y a eu des jurisprudences très intéressantes. Je pense que c'est au mois d'octobre 2024. Disant que justement la banque aurait dû se rendre compte. Ah oui, c'est pas le CIC, non je sais ou plus une caisse, de la banque, mais aurait ouais. dû se rendre compte qu'il y avait des opérations suspectes, etc. Oui. Donc effectivement, on va dans le sens d'une indemnisation renforcée des victimes et ce n'est plus systématique comme il y a quelques années. Oui, c'est ça. Il y a une obligation des banques de protéger les clients et justement, il y a eu ces jurisprudences en octobre. Je ne sais plus si c'est le CIC ou une caisse d'une grande banque. Je me demande si c'est pas... Enfin bon, bref, je ne vais pas me tromper, mais qui obligeait, qui disait qu'il y avait défaut de vigilance et défaut du système de surveillance des transactions. Effectivement, quand les personnes font des transactions atypiques par rapport à leur virement vers des pays à risque, etc., heureusement qu'il y a les outils parce que, comme le disait Pierre, et d'ailleurs c'est dans les chiffres, hein, aujourd'hui, la fraude, elle touche tout le monde, elle touche plutôt les jeunes, entre 25 et 39 ans, et en fait, c'est des moments où il y a des pertes de vigilance. Et moi, je prends souvent 2 exemples, des exemples de mes étudiants qui travaillaient la nuit, qui révisaient, qui reçoivent un SMS. Comme c'était 3 heures du matin, il va sur le site pour payer l'amende, etc. C'était en tout point pareil. Et en fait, il y a le HTTPS, tout est pareil. Il faut vraiment, c'est une lettre qui change dans le nom du domaine. Donc la nuit, quand on est crevé, on clique, on donne les infos. Heureusement, BNP, qui a le système de monitoring des transactions, a bloqué la transaction parce que le montant, c'était atypique, 500 € pour un jeune qui a 22 ans, et ça allait en Afrique, dans un pays d'Afrique, heureusement. Et deuxième autre exemple que je donne, c'est une de mes amies qui est chirurgien, qui sort du bloc opératoire après 5 heures d'opération, qui répond sur son téléphone
portable et qui s'est fait avoir par un faux conseiller bancaire, mais tout simplement parce qu'elle était en pleine vigilance pendant 5 heures pour opérer et qu'après, elle était crevée et que là, elle s'est fait avoir. Donc ça peut toucher vraiment tout le monde. Donc, comme le dit Pierre, heureusement qu'il y a des systèmes qui vont nous aider, nous, les êtres humains, avec nos faiblesses. On est parfois fatigués et on fait des bêtises. Parfait. Juste pour information, si vous voulez en savoir plus justement sur ces jugements rendus, c'est des avocates avec qui je travaille, avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver. Et vous avez les jugements sur le Facebook de l'émission. Voilà, je vous ai placé le truc en même temps, comme ça on est bien. En tout cas, je vous remercie. Merci pour vos exemples. Merci de votre participation. On nous a demandé de rendre la salle rapidement. Je vois là-bas des gens qui font comme ça avec leurs bras, genre on a 2 heures de retard, soyons très clairs. Un énorme merci et puis je vous invite à les applaudir.